Mais il y a maintenant des nouvelles vraiment urgentes. L'Allemagne a officiellement annoncé aujourd'hui qu'elle se préparait à une guerre à grande échelle que la Russie pourrait déclencher contre l'Europe. Et c'est justement aujourd'hui que le chef d'état-major des forces armées allemandes, Carsten Breuer, a donné l'ordre d'équiper complètement les forces armées allemandes en armes et autres matériels nécessaires, au plus tard d'ici l'année 2029. Cela est tôt mentionné dans un document intitulé « Priorité de la directive sur l'amélioration de la préparation », qui a été signé par Breuer dès le 19 mai, et il y est dit que l'Allemagne atteindra ses objectifs grâce aux ressources libérées, à la suite de l'assouplissement de la période d'endettement du pays, déjà en mars. Et ici, il est fait référence à la décision de Friedrich Merz, qui a effectivement obtenu que désormais l'Allemagne puisse pratiquement sans limite dépenser une somme énorme d'argent pour le réarmement de sa propre armée. De plus, le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a déclaré la veille que le pays pourrait éventuellement rétablir la conscription obligatoire dans l'armée, si l'on n'arrive pas à recruter suffisamment de soldats contractuels dans l'armée allemande. Une évaluation du service de renseignement extérieur de l'Ukraine est apparue aujourd'hui sur la préparation de la Russie à une attaque contre l'Europe. Et là, ce sont de mauvaises nouvelles pour l'Union européenne, car selon l'évaluation du renseignement ukrainien, dans 2, au maximum 4 ans après la fin de la guerre contre l'Ukraine, la Russie sera techniquement prête à une agression contre l'Europe. D'un autre côté, pour ne pas dramatiser la situation, je voudrais aussi vous présenter l'évaluation de l'Institut d'études de la guerre dans cette émission, concernant les propos du principal alcoolique de Russie, Medvedev, sur le fait qu'ils veulent transformer toute l'Ukraine en une soi-disant zone tampon. Donc, pour réaliser cela, la Russie aurait besoin de 90 ans, si l'on se base sur le rythme de progression que la Russie atteint dans la guerre actuelle. Je m'appelle Alexei Peschi, nous sommes le 26 mai. Discutons ensemble de ce sujet en détail, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de ne pas oublier d'écrire un commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Peschi News. J'y publie des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, les amis, parlons de tout dans l'ordre. Aujourd'hui, le chef du ministère de la Défense allemand et le chef d'état-major des forces armées allemandes, Carsten Breuer, ont ordonné la rééquipement complet de l'armée allemande, d'ici 2029 au plus tard. Ici, l'agence se réfère à la directive correspondante. Selon les estimations de Breyer et d'autres fonctionnaires, à ce moment-là, d'ici 1929, la Russie pourrait reconstituer ses forces dans une mesure suffisante pour attaquer le territoire de l'OTAN. Comme il est indiqué dans la directive, Breyer établit des priorités pour les armes qui doivent être acquises ou développées en priorité. Parmi celles-ci, le renforcement de la défense antiaérienne de l'Allemagne, notamment pour intercepter les drones. Une autre priorité est la capacité de porter des frappes profondes et précises, touchant efficacement des cibles à une distance de plus de 500 km, et bien au-delà de la ligne de front. Breuer insiste sur le réapprovisionnement des stocks de munitions de l'Allemagne et ordonne également à l'Allemagne d'augmenter les objectifs pour tous les types de munitions. Parmi les autres priorités énumérées dans ce document figure l'expansion rapide des capacités de guerre électronique de l'Allemagne et la création d'un système durable de capacités offensives et défensives dans l'espace. Plus tôt, le commandant de l'armée, Alphonse May, a déclaré que la mobilisation sociale et industrielle à grande échelle de la Russie témoigne du fait que les forces russes acquièrent rapidement de la puissance de feu. Comme il l'a déclaré, citation de l'année 2029, au plus tard, les forces russes seront capables d'une agression conventionnelle contre le territoire de l'OTAN à grande échelle, mais elles pourraient commencer à nous tester bien plus tôt. Eh bien, ici, il faut tout de même se référer à cette même directive intitulée « Priorité pour l'amélioration de la préparation », qui a été signée par Breyer le 19 mai. Et il y est dit que l'Allemagne atteindra ses objectifs grâce aux ressources libérées, à la suite de l'allègement du fardeau de la dette de l'Allemagne en mars. Il faut s'interroger sur la provenance de l'argent que l'Allemagne va dépenser. Et dans le dernier document, intitulé Priorité de la directive sur le renforcement de la préparation, que Breyer a signé le 19 mai, il est dit que l'Allemagne atteindra ses objectifs grâce aux ressources libérées, à la suite de l'allègement du fardeau de la dette de l'Allemagne en mars. Et ici, il est fait référence à la décision de Friedrich Merz, le nouveau chancelier de l'Allemagne, selon laquelle il faut élaborer un financement pour la Bundeswehr qui, en fait, ne serait pas plafonné.
Auparavant, l'Allemagne avait un plafond de la charge de la dette, au-delà duquel elle ne pouvait dépenser d'argent pour quoi que ce soit. En fin de compte, un projet de loi a été adopté, qui vise en grande partie soi-disant à l'expansion et à la modernisation des infrastructures dans toute l'Allemagne. Mais en réalité, ce paquet inclut aussi des dépenses militaires. C'est justement pour pouvoir dépenser beaucoup plus d'argent que dans ce paquet. Ils ont en principe supprimé ce plafond de la dette. C'est-à-dire que par conséquent, l'Allemagne peut dépenser beaucoup plus d'argent pour sa propre défense qu'il n'était prévu jusqu'à aujourd'hui. Le service de renseignement extérieur de l'Ukraine a également publié son évaluation ici. En particulier, le chef de ce service, Oleg Ivashenko, a déclaré que 2 à 4 ans après la fin de la guerre en Ukraine, la Russie sera techniquement prête à une agression contre l'Europe. Selon lui, je cite, « L'Ukraine n'est pas simplement un pays qui se bat pour elle-même, c'est le bouclier de l'Europe. Et tant que l'Ukraine retient l'invasion russe, les autres pays ont le temps de se préparer. » La Russie vise non seulement à contrôler totalement l'Ukraine et à influencer les pays post-soviétiques, mais elle prépare aussi des attaques contre d'autres pays européens. Ce n'est déjà plus impossible, ce n'est qu'une question de temps et de savoir qui sera le prochain. La Pologne, les pays baltes et l'Europe du Nord sont en zone de risque. Nos analystes ne se demanderaient même plus si la Russie osera attaquer d'autres pays. Les questions sont différentes. Quand et d'où ? Dit Ivachenkov. Le chef du renseignement extérieur estime que la Russie se préparera à une agression contre l'Europe en 2 à 4 ans. Si les sanctions sont levées, comme Trump le souhaite, le processus sera évidemment bien plus rapide. Citation. « Selon nos prévisions, que partagent également nos collègues européens, après la fin des hostilités, la Russie aura besoin de 2 à 4 ans pour rétablir sa capacité de combat. La levée des sanctions accélérera considérablement le processus de réarmement. Actuellement, la Russie mène un jeu hybride afin de diviser les alliés, de réduire le soutien à l'Ukraine et d'influencer les décisions par l'intermédiaire de la Hongrie. D'après Ivashenko, l'expansion des bases militaires prouve que la Russie prépare une offensive contre les pays de l'OTAN. La Russie se prépare en créant un nouveau district militaire de Leningrad, dans une optique offensive et non défensive. Il y aura une direction opérationnelle, la péninsule de Kola, la Finlande. Dans cette direction, on observe la création de nouvelles unités militaires. En ce qui concerne les voies, il s'agit de l'expansion des infrastructures, qui peuvent être utilisées à la fois à des fins civiles et militaires. Selon Ivashenko, la Russie ne prévoit pas encore d'arrêter la guerre contre l'Ukraine, malgré les pertes subies. Citation. « Dans leur tête, ils rétablissent l'Union soviétique avec les mains de l'armée, créent de nouveaux districts et divisions, pour être précis, 13 divisions. Malgré des problèmes de manque d'hommes et de matériel, chaque jour, il y a entre 1000 et 1200 nouveaux contractuels qui rejoignent leurs rangs. Ce n'est pas une mobilisation pour la paix, mais une préparation à quelque chose de plus grand. Eh bien, je rappelle aussi ici que la veille, les journalistes ont également remarqué que la Russie renforçait sa présence à la frontière avec la Finlande. Et il a été noté que Moscou y érigeait des tentes, des abris pour les chasseurs et des entrepôts. L'activité de la Russie rappelle une préparation à la relocalisation de forces importantes en cas de fin de la guerre contre l'Ukraine. Eh bien, les responsables finlandais estiment qu'ils ont environ 5 ans avant que la Russie n'augmente sa présence militaire à un niveau menaçant. En Allemagne, on dit « Écoutez, maximum 2000 en 29. Nous devons complètement nous réarmer et préparer l'armée à un grand affrontement. » Mais pour ne pas trop dramatiser la situation, je voudrais finalement vous donner des informations de l'Institut d'études de la guerre de Washington. En fait, il rappelle que, la veille, le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, que j'appelle le principal alcoolique de la Russie, Dmitri Medvedev a menacé l'Ukraine et ses alliés occidentaux que la zone tampon que la Russie souhaite créer pourrait occuper pratiquement toute l'Ukraine. Eh bien, à l'Institut pour l'étude de la guerre, il note que pour mettre en œuvre un tel plan, la Russie devra dépenser des décennies et environ un tiers de sa population. Selon les calculs des analystes, la zone tampon, selon le plan de Medvedev, inclurait 587 459 km² du territoire ukrainien. Medvedev a montré des cartes et des animations la veille, expliquant leur projet de créer une zone tampon sur tout le territoire ukrainien. Dans le même temps, les analystes utilisent des calculs mathématiques simples et affirment que les troupes russes avançaient en moyenne d'environ 14,3 km² par jour en Ukraine. Et en Russie, du 1er janvier 1925 au 24 mai 1925,
Ils ont adopté en 1925 le rythme offensif précis de cette même année. À ce rythme, l'offensive des troupes russes prendra environ 3 à 9 ans pour s'emparer du reste des régions de Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson. Et il faudrait environ 91 ans pour s'emparer de la zone tampon proposée par Medvedev. De plus, en se basant sur les évaluations précédentes, selon lesquelles la Russie a perdu environ 1500 tués ou blessés par jour pendant l'offensive, les analystes ont calculé que l'idée de Medvedev de créer une zone tampon à travers toute l'Ukraine coûterait à la Russie 50 millions de soldats, soit environ un tiers de la population totale du pays. Ensuite, l'Institut a déclaré que cette estimation ne prend pas non plus en compte le nombre de barrières géographiques et défensives que les forces russes devront franchir pour capturer les 80% restants de l'Ukraine. Par exemple, le fleuve de Dniepr devrait devenir un obstacle majeur pour la Russie. C'est l'un des exemples. Eh bien, il faut comprendre ici que l'Europe, bien sûr, doit se préparer au fait que la Russie continuera d'agir de manière agressive. C'est en fait une répétition de ce qui s'est passé au XXe siècle, lorsque Hitler attaquait ses voisins et disait « Donnez-moi juste ce petit morceau et il n'y aura plus de guerre ». En fait, nous savons tous comment cela s'est terminé. Poutine, c'est encore pire qu'Hitler, il est prêt à attaquer encore plus loin. Pourquoi ? Parce qu'une fois la guerre terminée, son régime s'effondrera tout simplement. Il a mis l'économie sur le pied de guerre. Il comprend que la survie de son régime dépend de la guerre. Parce que si la guerre se termine, il faudra bien trouver où mettre tous ses soldats. Il faudra bien les réintégrer quelque part. Où Vladimir Poutine va-t-il réintégrer ses territoires, dans l'économie russe en déclin? Où compte-t-il les intégrer? Bien sûr, il va les redéployer vers de nouvelles directions pour que la guerre continue. Et en fait, si vous suivez la majeure partie du règne de Vladimir Poutine, c'est justement grâce aux guerres qu'il maintient son pouvoir. Parce qu'à la société russe, on impose depuis des décennies l'idée que, voilà, au-delà des frontières de la Russie, il n'y a que des ennemis, qu'il y a des ennemis partout, tout autour, que le monde entier s'est ligué contre la Russie. Le monde entier n'attendrait que le moment d'attaquer la Russie. Et donc, le sage dictateur Poutine, il ne permet pas au monde entier d'attaquer le premier. Il attaque lui-même en premier, afin que l'OTAN, ce maudit OTAN, n'attaque pas la Russie. Je me souviens de ces fables de Poutine selon lesquelles, si nous n'avions pas annexé la Crimée, il y aurait eu des bases de l'OTAN en Crimée qui auraient menacé la Russie. Ou, comme c'est effrayant, les Russes voulaient s'emparer de la Crimée. Et finalement, Poutine a déclenché une guerre à grande échelle contre l'Ukraine. La Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN. Et tout simplement, les frontières entre l'OTAN et la Russie augmentent considérablement. Poutine admet qu'il n'y a rien de grave concernant l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, et l'établissement de bases de l'OTAN dans ces pays. Je rappelle que lorsque ces deux pays ont rejoint l'OTAN, Poutine disait ne pas avoir de revendications envers eux. Des bases s'installeront là-bas, ce n'est pas grave. Mais si des bases s'installaient en Crimée, alors oui, ce serait vraiment effrayant. Eh bien, nous sommes des gens raisonnables. Nous comprenons parfaitement toute cette logique, il n'y en a pas là-bas. C'est juste un lavage de cerveau des Russes pour qu'ils soutiennent le régime de Poutine, ce qu'ils font en principe assez bien. Ici, je mets des points de suspension. Laissez vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche et mettez un like.